Bienvenue tout le monde à un autre épisode du podcast Mille une couleurs du Leadership. Pour ceux qui ne connaissent pas mon invité, Simon Gagnon-Adam, là, vous le voyez un petit peu, le super héros. Je vous explique, moi, comment je l'ai rencontré. C'est, vous voyez, un livre ici, sur la table, Epic Leadership. Simon a écrit un livre sur le leadership. Hein? Original. On est deux qui a écrit sur le leadership. Tu as sorti ton livre avant moi, je l'ai lu. À l'intérieur, pas de surprise, tu as une mise à nu. On apprend à te connaître, à découvrir ton récit un petit peu. Aujourd'hui, on va le découvrir via le podcast. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Simon, avec la maison d'édition Million Drive. Et puis par la suite, j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux. Puis aujourd'hui, tu es la version de moi dans 4 ans. C'est-à-dire, moi, là, c'est là que tout se met en place, que le message s'est mis en clarté, les formations apparaissent, les formations en ligne autonomes, et ainsi de suite. Tout est passé par là. Je t'ai suivi. Récemment, tu as fait un post où on te voyait avant et après. Le après, fucking écran géant avec ta présentation de super. Écoute, c'était malade, j'ai trippé. Bref, je ne veux pas en dire trop. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu, c'est comme ça que je t'ai découvert et que je te suis. Comme je t'ai toujours dit, pour moi, tu es une inspiration. Je te regarde aller, puis je me vois où est-ce que je vais être dans 4 ans grâce à toi. Fait que je suis bien content. Mais avant d'aller plus loin, parce que là, je ne veux pas raconter toute ta vie, c'est toi qu'il faut qu'il raconte ta vie. Là. C'est juste que moi, quand la passion embarque, il faut m'arrêter. Fait que je vais m'arrêter tout ça. Je te donne ton 30 secondes. Qui est Simon Gagnon Adam? Vraiment, merci de l'invitation. Je suis vraiment heureux d'être ici avec toi et qu'on puisse en jaser aujourd'hui. Dans le fond, qui je suis, premièrement, moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment gêné. Je n'étais pas capable de faire un exposé oral au secondaire. J'ai fait beaucoup d'introspection. J'ai appris à sortir de ma zone de confort. J'ai étudié en génie mécanique, mais j'ai jamais vraiment trippé sur le génie mécanique. Fait que je m'écoutais pas, je me connaissais pas vraiment. Mais au fil d'introspection, justement, j'ai eu une carrière que j'ai évolué tout le temps pour aller plus vers ce qui me passionnait, plus la technologie. J'ai accédé à un premier rôle de gestion quand jamais j'aurais associé mon nom avec le leadership. Mais ce que j'ai découvert, c'est, tu sais, je savais pas comment être un bon leader, mais j'avais fait de l'introspection. Puis un peu mon background d'ingénieur, de OK, mais comprendre n'importe quel système, comment l'optimiser, je l'ai appliqué au leadership pour apprendre comment devenir un bon leader. Fait que là, les outils que je suis allé chercher, les formations, ça m'a permis d'avoir un certain succès à gérer une première équipe à Montréal, une deuxième à Québec, une autre à Ottawa. J'ai accédé ensuite à un rôle de directeur régional, donc l'idée des leaders. Puis là, je me suis rendu compte que les leaders que j'accompagnais, ils venaient me voir avec un problème. Puis c'est comme, oh, j'ai déjà vécu ça, essaye cet outil-là. Un autre problème, ouais, j'ai déjà vécu ça, essaye ça. Puis là, je me suis rendu compte que les outils, les stratégies qui m'avaient été utiles pour moi, quand je les partageais aux leaders dans mon équipe, ça les aidait. Et là, avec le fil du temps, je me suis rendu compte que moi, ce qui me passionnait le plus dans la vie, à l'époque, je travaillais dans une compagnie de télécommunications, c'était pas de vendre plus d'Internet. Qu'est-ce qui me passionnait fondamentalement, c'était le développement du leadership, le développement personnel. Fait que quand COVID est arrivé, puis que tous les leaders de la planète se demandaient comment on fait pour leader des équipes à distance, moi, je me suis dit, là est mon opportunité que je puisse aider des leaders à plus grande échelle. Ça faisait 10 ans que je leadais des équipes à distance. J'ai vu là l'opportunité de me lancer à mon compte, sortir du beau chemin doré que j'avais en grande entreprise, que j'étais sur un chemin pour devenir directeur général dans cette grande entreprise-là. Et j'ai fondé l'Académie des leaders. Cet été, ça l'a fait 5 ans. Wow. Et dans le fond, j'offre coaching, formation, conférences sur le leadership. J'ai un programme de développement de leadership de 10 semaines pour passer de gestionnaire débordé à leader. Bienvenue sur Mille et une couleurs du Leadership, le podcast qui célèbre la diversité et l'authenticité dans le monde de la gestion. Ici, nous brisons les stéréotypes et les fausses croyances autour du leadership. Comme quoi, les chemins ne sont pas tous tracés d'avance, tu n'as pas besoin de veston ou de diplôme pour devenir un super gestionnaire. À travers des histoires inspirantes et des partages d'expériences, on va explorer ensemble comment rester authentique, comment embrasser ta propre couleur et faire une vraie différence dans le monde qui t'entoure. Rejoins-nous dans cette aventure où la gestion se réinvente, loin des clichés, pour une vision du leadership aussi diversifiée que colorée. C'est parti!
Wow. Tout ça en 5 ans. Tout ça en 5 ans. Mais, tu sais, ce qui m'intrigue, là, puis là, là-dessus, bon, pour ceux qui connaissent le podcast, moi, j'aime faire des bons en arrière. Puis là, tu l'as déjà nommé en partie. Aujourd'hui, tu donnes des conférences. Ça veut dire que c'est s'exposer devant le monde. Tu donnes des formations, tu t'exposes devant le monde. Quand tu étais gestionnaire, tu t'exposais devant le monde. Mm-hmm. Mais tu m'as nommé que tu n'étais pas capable de faire un foutu exposé oral Exact. au secondaire. Exact. Après ça, tu étais faire du génie mécanique. C'est pas ça que tu voulais pendant tout. Génie mécanique, c'est encore quelque chose qui est dans l'ombre. C'est pas quelque chose que tu es en avant-plan. Mm-hmm. Puis tu es rendu, toi, on the spotlight. Sur les autres, on se voit dans les réseautages. On en a parlé justement tantôt, juste avant d'entrer en ondes. Tu avais un événement hier soir, tu es rentré tard, tu as des petits yeux, mais tu es là pareil. C'est ça, c'est génial. Monsieur chauffe! On peut-tu faire ma caméra là? C'est ça. On va prendre des gouttes après l'épisode, mettre des gros spots dans les yeux, mais tout est bon, c'est pas une bonne raison. Mais tu sais, ça, encore là, tu t'exposes encore, puis là, aujourd'hui, devant la caméra, quand on revient en arrière, le secondaire, là, tu dis, pas capable de faire un exposé, puis ça c'est important de le nommer, pour moi, qu'on en parle, si tu veux, parce que moi, je l'ai vécu, puis c'est niaiseux, je le vis encore. Mm-hmm. Je le vis encore que quand on se dit, hey, j'ai une conférence à livrer, je fais quasiment des boutons sur les fesses avant. Là. Mm-hmm. Quand je le livre, tout va bien, là, la performance, elle est là, puis c'est écœurant, puis je veux un beau moment. Avant, là, écoute, tout ce qui se pogne en dedans, t'es jamais. Au secondaire, en plus, t'as la peur du jugement qui, on dirait, fois 1000 parce que là, tu te développes et ainsi de suite. Puis comment tu as géré cette portion-là à cet âge-là d'abord pour, j'imagine que tu as été chercher des outils pour te permettre aujourd'hui. Tu as dit que tu as fait de l'introspection. Ouais. Est-ce que l'introspection, tu as déjà commencé au secondaire pour t'aider dans ces défis-là ou c'est arrivé juste plus tard? Non, c'est arrivé plus tard. Tu sais, quand j'étais au secondaire, tu sais, comme dire comment je faisais pour gérer, ben vraiment, je faisais rien pour gérer, j'essayais juste de survivre. Là, c'est vraiment ça, littéralement. Tu sais, au secondaire, j'étais vraiment gêné, introverti. Tu sais, juste te dire à quel point, là, au secondaire, tu sais, j'avais tellement peur du jugement des autres et tout. Tu sais, j'étais en secondaire 1, j'allais dans ma classe, puis ensuite de ça, tu sais, j'allais me cacher dans les toilettes. Ben non. Durant les pauses pour pas me faire juger, bullier. J'ai un petit peu été bullié quand j'étais au secondaire. Fait que, pour moi, le secondaire, c'était juste de survivre. J'ai fait de l'insomnie chronique pendant des années. Fait que, comme genre de littéralement jamais dormir. Là. Fait que, c'était vraiment survie. C'était vraiment. C'était vraiment une super belle période dans ma vie. Et mon père, mon oncle, c'est des entrepreneurs. En fait, j'ai fait mon père au départ, c'était avec lui que j'avais eu les premiers travails. J'étais commis de bureau dans son entreprise. C'est parfait, j'allais me cacher dans un local en arrière, dans le backstore, avec mon Walkman ou mon Discman. Puis je faisais du classement en ordre alphanumérique. C'est comme parfait, je parlais pas à personne. Ensuite de ça, un jour, mon père il me dit que mon oncle, qui a un magasin électronique à Québec, où tu as fait ton lancement. Où j'ai fait mon lancement. Parce que je pense que tu as fait 2 lancements. Oui, exact. Et un qui était là. Exactement. Tu sais, vu que au fil des années, je suis natif de Québec, j'ai travaillé longtemps à Montréal, maintenant j'habite à Sherbrooke. Fait que j'avais fait 2-3 lancements. Fait que où un peu tout a commencé, donc chez Maison Aldan à Québec, dans ma ville natale. Puis à Sherbrooke, ben, je réalisais un de mes rêves. Vu que je suis fan de films de super-héros, ben, j'avais fait le lancement de mon livre à la maison du cinéma, dans une salle de cinéma, imprimé mon poster de livre mis dans les vitrines comme si c'était un film, puis le lancement dans une salle de cinéma. Fait que j'ai réalisé plusieurs rêves avec ça. Mais tout ça pour dire, puis le lien aussi avec les films, c'est vu que je me sentais très seul et brouillé quand j'étais jeune, mon safe space, c'était d'écouter des films. Tu vois, je le dis là, puis j'ai un peu de trémolo, puis je ne pas, mais c'était vraiment ça, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps seul à écouter les films. Et dans les films de super-héros, il y a tout le temps un peu ça l'histoire, hein, comme un peu Spider-Man, c'est comme le gars intelligent, un peu geek, qui se fait bullier un peu rejeté. Il y a beaucoup de ce genre d'histoires de super-héros que c'est souvent des histoires de transformation qui m'inspiraient, qui me donnaient espoir que ça pourrait être différent un jour.
Et bon, un jour, mon père me dit que mon oncle se cherche un vendeur. Fait que je fais comme vendeur. Puis ça, c'est comme C'est ça. carrément s'exposer. Là. Regarde, moi, je veux pas faire ça, pas en doute. Puis là, finalement, mon père était très convaincant. Fait que là, finalement, j'ai eu une entrevue avec mon oncle. Mon oncle aussi, tu sais, entrepreneur, homme d'affaires. Tu sais, j'étais quand même intimidé durant l'entrevue. C'est juste l'entrevue. Je suis sorti de l'entrevue, je suais. Puis C'est ta famille, là. c'est ma famille, là. Mais tu sais, c'est comme tout me stressait. D'être dans ma famille, ça peut me stresser tellement j'étais mal dans ma peau. Tu sais. Et fait que là, je sors de l'entrevue, puis je suis là, comme jamais je vais avoir ce job-là. Puis oublie ça. Puis finalement, je me fais appeler le lendemain, je suis le lendemain. OK, t'as la job. Je suis comme, oh my God. Puis là, la job, c'est dans le magasin électronique. Il y a plusieurs départements, les téléviseurs, les systèmes de son. Et il y avait un des départements que les vendeurs ne voulaient pas aller. C'était le département, c'était la petite vitrine juste à l'entrée du magasin, puis vendre des Walkman puis des Discman. Parce que c'était des affaires qui se vendaient pas cher avec les vendeurs qui sont payés à la commission, ils peuvent faire des gros systèmes de C'est son. la seule raison. C'est une des raisons Pas principales. parce que c'est un produit impopulaire. Ça reste un produit populaire pareil. C'est ça. Fait que là, ben, moi, mon travail, c'était d'être directement devant la porte d'entrée du magasin, dans le kiosque à Discman, attendre les gens, puis attendre des Discman puis des Walkman. Là, je fais comment, OK, que je le prends. Mais là, plus ma première journée de travail approchait, puis là, ben, plus j'appréhendais ça. Puis là, je me rappellerai toujours, c'est justement, c'était le premier jour que je m'en vais au travail, puis ma mère me faisait un lift pour me rendre là. Puis là, dans l'auto, Toutes les scénarios. là, ça commence à spinner, je vais être là, en arrière du comptoir, quelqu'un va arriver, je ne saurais pas quoi dire. Puis moi, quand je ne sais pas quoi dire, puis que je me sens mal, je deviens rouge instantanément et je sue ma vie. Ouais. Fait que là, méga malaise, les gens voient dans ma face que je suis tout rouge. Ben ouais. Puis là, je sais que les gens voient que je suis tout rouge. Fait que là, c'est comme, oh my god, ça peut-tu arrêter? Puis là, moi, ça spinne dans ma tête comme ça. Puis là, je craque, je me mets à pleurer, puis vraiment, là, crise de panique, là, crise d'anxiété. Là, ma mère, elle m'a vraiment vu, pour ne pas dire jamais vu, j'en pleurais. Là, je fais, oh my god, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je dis, c'est comme, hey, qui c'est que je suis, moi, pour être un vendeur? Je suis qu'un petit cul, je connais rien, j'ai pas d'expérience, je connais pas ça, de quoi je vais avoir là, les gens vont rire de moi. Là, c'est comme, je pars de même, là, ouais, on arrive dans le stationnement du magasin, là, stationne à côté de moi, là, elle m'écoute parler, puis là, tu sais, je dis tout. Mais là, c'est ta première expérience aussi. Ouais, c'est le job à vie, là. Ouais, c'est une des premières expériences. Okay. J'avais eu un autre emploi avant, vendeur de linge. Non, en vrai, c'est pas vrai. Un autre emploi de travailler dans une quincaillerie, que je suis le gars le moins manuel ever. Je m'étais fait renvoyer après 1 ou 2 mois parce que j'allais me cacher dans l'entrepôt. J'avais eu un autre emploi après, vendeur de linge. Je suis vraiment pas design et mode. Je m'étais fait renvoyer aussi. Fait que là, j'avais déjà 2 strikes, puis mon estime était là. Moi, c'est comme ça faisait 2 jobs, je me faisais renvoyer en dedans quelques mois. Puis là, c'est comme j'allais dans le business de mon oncle, la business familiale. J'allais être devant, je ne pourrais pas me cacher. Là. Tête d'affiche quasiment. C'est comme dès que les gens rentrent, je ne pouvais plus me cacher. Juste là, tout ça, là, ça me disait comme je vais encore me planter. Je vais encore me planter, je vais encore me ridiculiser. Fait que là, ma mère, elle m'écoute, elle essaie de me calmer parce que mon chiffre commence dans 15 minutes. Là. Et là, après qu'elle m'a écouté et tout, ce jour-là, ma mère, elle m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Okay. Ma mère, elle m'a dit, regarde Simon, je pense que tu aurais besoin d'aide. Puis, avec mon travail, ben, j'ai accès au programme d'aide aux employés. Fait que je pense que ce serait bon que tu puisses rencontrer un psychologue. Puis, à moi, à ce moment-là, c'est comme, j'étais en crise d'anxiété, je voyais pas de solution, je voyais plus de solution. Fait que, j'ai accepté, mais avec plein d'appréhension. Mais c'est là, justement, ce jour-là, après ça, quand je suis allé à mon premier rendez-vous chez le psychologue, c'est là que mon travail d'introspection a commencé. C'est là que la quête du leader en soi a commencé. Parce que, à cette époque-là, jamais j'aurais pu penser qu'un jour, je deviendrais conférencier. Jamais j'aurais pu penser qu'un jour, je serais un leader. Je n'étais même pas capable de parler à un inconnu sans devenir rouge puis bégayer. Mais là, tu dis que ta quête a déjà commencé là, un petit peu sans savoir où est-ce que ça t'allait amener. Ouais. Est-ce que ça t'a au moins déjà aidé à vendre un Walkman?
Oui. Fait que, justement, là, quand j'ai commencé ce travail-là d'introspection, fait que là, c'était vraiment intéressant parce que là, tu vois chez le psychologue, pose des questions, puis là, tu sais, la psychologue a dit OK, mais pourquoi tu es ici? Je dis ben, je suis ici parce que je pense que je manque de confiance en moi. Pour notre première rencontre, OK, comment tu réagis, qu'est-ce qui te fait réagir comme ça, OK, et tout. Et là, à la fin de la première rencontre, elle me donne son diagnostic. Elle dit ah, Simon, tu es venu, tu disais que tu penses que tu manques de confiance en toi, mais finalement, c'est pas que tu manques de confiance en toi, c'est que tu n'as aucune estime de toi. Fait que elle a splitté les deux. C'est pas une confiance, c'est une estime. Exact. Puis à l'époque, je ne savais même pas qu'il existait une différence entre confiance et estime, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu comprendre qu'il y avait une différence entre les deux. Puis l'estime, c'est en lien à la valeur que l'on s'accorde. Et la confiance, c'est en lien avec une compétence. Fait qu'on peut avoir une très faible estime, mais on pourrait être un expert dans un domaine, être ultra compétent dans un domaine. Fait que même si j'ai une faible estime de moi, que je pourrais avoir confiance en moi par rapport à un certain sujet. La réalisation de Et ou l'inverse, je pourrais avoir une très bonne estime, mais que ce soit la première fois que je fais une chose, donc je n'ai pas encore confiance en moi pour faire cette tâche-là. Mais vu que j'ai une meilleure estime, ben, ça va m'aider à développer plus rapidement ma confiance parce que la confiance va être directement en lien avec l'expérience et le développement de la compétence. Donc, tout ça pour dire que ça m'a aidé à mieux comprendre. Puis, au fil des semaines, ben là, on décortiquait ensemble des situations. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as réagi? OK, qu'est-ce qui a fait que tu as figé? Fait, j'avais la chance qu'avec le psychologue, c'est comme si je faisais un debriefing après chaque semaine de travail. Brainstorming avec elle. Comment ça s'est passé? Mais qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, entre autres, à être capable de vendre des Walkman et des Discman, c'est justement de comprendre que la confiance, elle est en lien avec le développement de ta compétence. Elle est en lien avec l'expérience. J'avais la chance que mon département il était miniature. C'était une petite ville de même. Tu n'as même pas 10 produits. Donc, ce que je me suis dit, vu que ça me gênait, j'étais gêné de parler avec les gens, des fois, ma plus grande peur, c'était de ne pas savoir quoi dire. Ouais, surtout ça. Exact. Fait que là, d'arriver, puis figer, puis pas savoir quoi dire. Fait que là, je me suis dit. Pas être en contrôle, dans le fond. De ton produit ou de ce que tu allais dire. Ouais, mais vraiment, comme la peur, c'était de pas savoir quoi dire. Jusqu'à un moment donné, je ne sais plus quoi dire. Fait que là, ma question, c'était ben, comment je peux m'assurer que j'ai comme toujours de quoi dire. Et là, ben, la façon que j'ai trouvé, c'est entre autres ben, de connaître chacun de mes produits mieux que n'importe qui. De vraiment devenir l'expert dans chacun de ces petits produits-là. J'en avais pas beaucoup, fait que ça pouvait être facile. Ouais. Fait que tu sais, j'avais deux Discman à l'époque, là, il y en avait un de Sony, puis il y en avait un de Panasonic. OK, mais pourquoi je conseillerais un versus un autre? Ouais. OK, ben je vais devenir l'expert pour comprendre chacun des petits specs de chacun des deux pour vraiment pouvoir conseiller quelqu'un. Fait que ça a été ça. Fait que je partais avec un appareil, le soir, je le testais de fond en comble pour vraiment devenir un expert. Fait qu'ensuite de ça, quand quelqu'un arrivait, je pouvais tout parler de l'appareil, puis vraiment avec expertise. Et ça m'a aidé à bâtir ma confiance. Puis plus je devenais expert d'une chose, plus je pouvais mettre le focus sur le produit, moins ça mettait le focus sur moi. Oh my God, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Ouais. Parce que le projecteur, au lieu que je le mette sur moi, je le mettais sur le produit. Puis ça, un jour, c'est ça que justement ma psychologue m'avait dit. T'sais, on était dans une des rencontres, puis je parle avec quelqu'un, puis là, maintenant, c'est comme, je deviens toute rouge parce que là, je ne sais plus quoi dire. Elle dit, quand ça t'arrive, c'est parce que là, c'est comme si tu mettais la caméra sur toi, puis tu penses à toi, puis tu focuses trop sur toi. Mais la clé pour pas que ça t'arrive, ça, focus sur l'autre. Intéresse-toi à l'autre. Pose des questions à l'autre. Plus tu vas t'intéresser à l'autre, moins tu vas focuser sur toi, puis moins ça va t'amener ces peurs-là du regard de l'autre, parce que ton regard, ton focus va être sur l'autre. Fait que ça m'a vraiment aidé. Donc, justement, le regard sur l'autre, le focus sur l'autre, ou le regard sur le produit, le focus sur le produit. Fait que plus j'étais sur l'extérieur, puis de partager, puis d'aider, ben, plus ma confiance augmentait, plus mon anxiété diminuait. C'est niaiseux, hein, parce que aujourd'hui, moi, ce que je réalise justement, ce que tu fais, moi, je trouve ça très profond, puis c'est très. La façon que tu le comptes, c'est facile à comprendre, estime et confiance. Puis
sais, à l'époque, là, tu mettais, mettons, le spotlight sur le Discman. Mhm. Mais tu l'expliquais tellement bien qu'au final, c'est toi qui brillais pareil. Le spot, il revenait sur toi pareil. Tu sais, le client, là, quand il arrivait, là, il disait pas, hey, j'achète le Discman. Il disait non. Simon m'a vendu le Discman. Mhm. C'est pas à cause du produit, tu aurais pu vendre n'importe quoi rendu là. Parce que tu avais la maîtrise de ton produit. Ouais. Fait que de mettre le spotlight sur l'autre, ça veut pas dire s'effacer. Au contraire, ça veut dire, toi, ta perception change parce que tu ne mets pas le stress de te dire, hey, je suis jugé présentement. Fait que Ouais. toi, ça te libère la tête. Ouais. Au final, on sait que tous, quand on fait parler quelqu'un, qu'on le met en lumière, tu reflètes aussi. Là. Puis, pendant que tu disais ça, ce que ça me faisait penser, je faisais vraiment le parallèle aussi avec le rôle de leader d'équipe. Disons, un leader d'équipe qui n'est pas conscient d'exactement ce que tu viens de mentionner, bon, mais tu sais, il va peut-être vouloir prendre le crédit pour des choses, puis vouloir, se mettre en valeur, se mettre en avant. Mais quand tu comprends que chaque fois que tu mets en valeur chacun des membres de ton équipe, que tu mets en valeur les collègues, les collaborateurs, ton boss, quand tu projettes la lumière sur les autres, tu mets en valeur les autres, ben, cette lumière-là est réfléchie sur toi. Sûrement. Par la bande. Et moi, je trouve justement, peut-être, c'est la façon la plus valorisante et la plus nourrissante, quant à moi, de mettre le projecteur, la lumière sur les autres. Et ça finit toujours par te revenir. Puis c'est bien plus facile. Puis c'est en plus. Parce que tu te concentres sur l'autre. Exact. Tu développes l'autre. Tu travailles même pas sur toi. Tu fais même pas d'introspection. Tu sors pas de ta zone de confort, rien. Tu travailles sur l'autre. C'est l'autre qui fait toute la job. Mais au final, vu que tu l'as aidé, c'est quand même toi qui. Puis, tu sais, puis c'est souvent une des meilleures façons d'avoir de la reconnaissance. T'sais, moi, je me rappellerai toujours, on organisait dans la compagnie de télécommunications que j'avais, que je travaillais, on avait souvent comme, pour les gens qui, on avait accès, disons, à la loge, au Centre Bell, donc on pouvait justement avoir des événements qu'on amenait des employés qui s'étaient démarqués, on allait là. Tu sais, moi, vraiment, ce que j'aimais, j'étais fondamentalement intéressé, je posais des questions. Puis à un moment donné, il y a un des membres de l'équipe qui me dit, hey Simon, c'est comme, on se sent tellement bien quand tu es avec toi parce que tu nous poses des questions, tu t'intéresses, puis on sent que tu nous écoutes vraiment. T'sais. C'est vraiment le fun d'être avec toi parce que je me sens vraiment bien quand je suis avec toi. Mais je peux juste m'intéresser à ouais, mais c'est ça. Puis ça fait que je reçois de la reconnaissance. En fait, c'est pour ça que c'est tellement gagnant-gagnant de donner puis de mettre le focus sur les autres. Fait que quand j'ai découvert ça, c'est comme. C'est bon, modus operandi. C'est une belle leçon. Là. Ouais. Puis la chance que tu as eue, tu l'as eu jeune. Cette révélation-là. Tu sais, aujourd'hui, on forme les gestionnaires. Là. On leur donne cette révélation-là, souvent là, tu sais. Fait que toi, tu l'as eu jeune, fait que tu as pu bâtir là-dessus. Là. Fait que quand tu es parti là, avec tout ça, tu as commencé tes jobs, justement avec les Discman, les Walkman, ça a-tu changé ta lignée? Parce que là, tu as parlé aussi, tu as été faire le génie mécanique. Ouais. C'est un choix qui est venu de où, ça, en premier? Fait que, tu sais, justement, j'avais une faible estime de moi. Donc, je ne m'écoutais pas moi-même. Donc, j'avais peur du regard des autres. Donc, mes décisions, ben, ils étaient beaucoup influencées par ce que les autres pourraient penser de moi. Fait que moi, dans ma famille, les gens ils étaient soit entrepreneurs, ingénieurs ou médecins. Je me suis dit, je ne veux pas être entrepreneur, je n'ai pas envie de travailler 50, 60, 70 heures comme des entrepreneurs dans ma famille. J'ai peur du sang, donc je ne serai pas médecin. Donc, je vais être ingénieur par défaut. C'était vraiment ça la logique. Puis, tu sais, à l'époque, la logique aussi, tu sais, j'étais avec mon cousin, puis, OK, on va être ingénieur. Notre question, c'était, c'est lequel le bac en génie qui est réputé être le plus difficile? OK, génie physique, c'est lui qu'on va faire. Tu sais, tout pour les mauvaises raisons. Pour prouver que je suis intelligent, pour faire une job qui était reconnue au sein de ma famille. Mais tu sais, zéro écoute de moi. C'est pour ça que, dans le fond, je travaillais dans le magasin électronique à temps partiel pendant que je faisais mon bac en génie mécanique. Au départ, en génie physique, mais après 1 an et demi, tout le monde qui finissait le bac en génie physique allait en maîtrise parce qu'il n'y avait pas de job en génie physique. Donc, après 1 an et demi, il fait comme ça. C'est bien beau, vouloir faire quelque chose de top. Il y a des débouchés quelque part. Mais ça va être beau, là, le martyr. On va aller quelque part qui a plus de débouchés. Donc, c'est pour ça que finalement, on a switché à génie mécanique. On a switché les deux? Les deux en même temps. Pourquoi on a choisi génie mécanique?
C'est parce qu'il y avait que lui que le plus d'équivalent de cours, fait qu'on perdait le moins de temps. Fait que, tu sais, c'est comme aucune décision en fonction de ce qu'on aime. Toute une stratégie. Exactement. Tu sais, juste dire à quel point c'est pas connecté avec qui je suis. T'sais, moi, disons, je vais me magasiner un auto. Première affaire que je dis au vendeur, parle-moi même pas du moteur, pis ces affaires-là, ça m'intéresse pas, parle-moi juste de la technologie. Tu sais, j'ai vraiment peu, pas d'intérêt pour la mécanique. T'sais, j'aime comprendre les systèmes, Ouais. mais j'ai jamais été comme très intéressé par la mécanique. Tout ça pour dire que je fais mon bac. Oh. Tout le long de mon bac, je me dis, oh my god, j'ai pas hâte de finir, mais je vais être le pire ingénieur. Genre, j'aime pas ça. J'étais allé à 30% de mes cours à l'université. J'étais même pas capable de me lever, tellement ça me tendait pas d'y aller. Puis quand j'y allais, ben, j'étais fatigué parce que je faisais de l'examen chronique. Fait que je m'endormais durant le cours. Je disais, ça sert à rien. Fait qu'il faut aucun intérêt. Fait Fait que, quand on dit quand tu fais les choses pour les mauvaises raisons, ça t'apporte pas plus. Là. une fois. Oui. Painful, puis Douloureux. rien de plus au final. Rien de plus. Tu sais, fait que c'était du bourrage de crâne. Puis tu sais, j'avais un des cadeaux que j'ai eu de l'univers. J'étais capable d'étudier rapidement puis d'avoir des bonnes notes. Donc, tu sais, j'ai appris comment étudier rapidement, avoir une bonne note, mais après ça, mon cerveau faisait brain dump, complètement oublié. On vomit l'information, c'est parti, on en parle plus. J'ai appris à apprendre, mais pas forcément à retenir l'information parce que ça m'intéressait tellement pas. Ben, tu as appris à apprendre, tu n'as pas retenu l'information pour ça parce que ça ne te motivait pas. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on va refaire la même discussion tantôt avec aujourd'hui, puis peut-être moi, tout rentre, puis il n'y a rien qui sort. Là. Exact, parce que maintenant, comme quand ça t'intéresse, moi, je focus, boum, je retiens énormément, énormément de choses. Mais c'est pour ça que l'intérêt il est super important pour que ça s'encode vraiment dans le cerveau. Fait, tout le long de mon bac, je me dis, oh my god, c'est comme j'ai peur de finir, oh my god, je vais être un mauvais ingénieur. Fait que je me dis ça tout le long de mon bac. Puis en parallèle, ben là, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que je travaille dans justement le travail à temps partiel. Puis là, ben, je deviens l'expert des Discman et des Walkman. Après ça, je peux aller, j'ai le droit d'aller vendre des magnétoscopes VHS. Je deviens l'expert des magnétoscopes VHS. OK, là, j'ai le droit de parler des TV. Je deviens l'expert des TV. Après ça, j'ai le droit des mini-chaînes stéréo. Je deviens l'expert des mini-chaînes stéréo. Fait que chacune des fois que je prenais un petit peu plus de territoire, j'ai toujours gardé cette philosophie-là que je veux être l'expert de. Parce que si je suis l'expert de, ben, je manquerai jamais de quoi à dire. Ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai grandi mon champ d'expérience, mon champ d'expertise. Et, tu sais, mon oncle était vraiment un visionnaire. Et lui, pour lui, comme l'expérience client était vraiment importante. Fait que ça, c'est une des choses que je trouvais très inspirante de mon oncle. Et puis, entre autres, il y avait une compagnie qu'on vendait des systèmes de son Bose. Et Bose était, et ils sont probablement encore, parmi les maîtres du showmanship. Dans le fond, Bose, il y avait des caisses de son miniatures, mais un son pareil, comme si c'était des grosses caisses de son. Mais Bose, la manière qu'ils faisaient ça, leur démonstration, tout était planifié. C'était vraiment une pièce de théâtre. Là, ils décrivaient tout ce qui allait passer. À l'avant, il y avait comme des grosses caisses de son. Le son va sortir d'ici. Là, ils te faisaient vivre une expérience incroyable. Puis à la fin, avez-vous aimé ça? Comment vous avez trouvé les passes? Comment vous avez trouvé... Oh my God, c'est exceptionnel. Puis là, après ça, il y avait la fausse grosse caisse qui cachait la vraie caisse miniature. Et là, tout le monde faisait comme Oh my God, le son, il sort. Le ça, je le veux. Fait que j'ai toujours, après ça, été fasciné de, tu sais, moi qui n'étais pas à l'aise de parler en public, tu sais, j'ai vraiment vu comme, OK, Bose, puis les représentants, ils savent faire quelque chose, ils savent comment présenter ça pour que ça crée une expérience. Wow! Fait que là, c'est pour ça que je me suis vraiment mis à analyser, décortiquer ça. Et là, justement, ben, mon oncle, un jour, il dit, l'expérience Bose, c'est une expérience mémorable. On veut vraiment se démarquer dans les systèmes sinon maison. Un jour, il nous a dit je veux que tout le monde qui rentre dans le magasin, qui rentre pour un Walkman, qui rentre pour un système de son cinéma maison, qui rentre pour une batterie, je veux que vous fassiez vivre l'expérience cinéma maison Bose à tout le monde qui rentre dans le magasin. C'est pas important. Le but, c'est pas forcément qu'ils achètent ici aujourd'hui maintenant.
Je veux juste qu'ils vivent l'expérience, que ça sème ce grain-là. Puis un jour, moi, c'est peut-être ça qui va les inspirer, elles. Fait que moi, j'ai pris cette mission-là à cœur. Puis je voulais justement faire vivre cette expérience-là. Puis c'est comme ça que je me suis comme pratiqué à faire vivre l'expérience. À devenir un showman aussi. À Là. devenir un showman, exactement. Ouais. C'est quand même quelque chose. Là. Mais quand tu as vu l'expérience, toi, tu l'as vécu l'expérience Bose? Ouais. Fait que tu as vécu ce que ça faisait ressentir en dedans. Exact. Fait que quand il a dit OK, maintenant vous le faites vivre, tout dans ta tête, c'est automatique, challenge accept. C'est-à-dire, OK, ben, maintenant je ne ferai plus les choses différemment que faire vivre de quoi à quelqu'un. Exact. Exact. Puis là, c'est vraiment comme devenu ma mission de comme OK, comment je peux faire vivre cette expérience-là? Puis là, encore une fois, avec ma même philosophie de devenir l'expert, t'essayes une fois, ça a-tu marché, qu'est-ce que je peux tweaker, va revoir le représentant, comment lui a fait, demande du feedback. Puis c'est comme ça que, tu sais, tranquillement, pas vite, je suis devenu expert à faire ces présentations-là, de ce système de son-là qui me passionnait. Puis quand quelque chose me passionne, là, c'est facile d'en parler. Ouais. C'est comme je n'ai pas besoin de me forcer, puis je pense plus à moi. J'en parle avec passion. Ça m'intéresse vraiment. Et donc là, justement, là, je me suis mis à faire de plus en plus ça. Et un jour, il y a eu un gros salon de l'habitation à Québec. Et là, mon oncle, le visionnaire, s'est dit, OK, là, je vais créer un gros stand. Puis dans ce stand-là, il va y avoir une salle, une immense salle sans maison, avec un grand écran, un système de son Bose. Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est à toutes les 15 minutes, on va faire rentrer 30-40 personnes pour faire une démo Bose. Méchant stand, ça, méchant kiosque. Oui, exactement. C'était vraiment un très, très grand kiosque. Et là, à ma grande surprise, il vient me voir et il dit Simon, je veux que ce soit le représentant Bose et toi qui soient en charge de ces démos-là. De l'expérience. Là, moi, je fais comme dans ma tête. Je suis comme moi, au secondaire, je n'étais pas capable de parler en public. Mais t'as pas fait challenge accept direct? Non, non, t'as eu ce moment de. Ah non, moi, c'était comme dans ma tête, c'était comme oh, ouais, tu sais, moi, c'est comme là, j'ai appris, OK, je suis capable de parler à one-on-one, une personne, je m'aide d'un produit, mais là, tu me demandes d'aller parler devant une foule de 30-40 personnes à tous les 15 minutes. Et là, tu me sors de ma zone de confort, j'ai jamais fait ça. Puis moi, je me rappelle, là, c'est comme quasiment un trauma du passé de faire des exposés orales, puis me faire dire comme même pas capable de parler parce que je deviens tout rouge. Donc là, je fais comme êtes-vous sûr? Puis finalement, il dit ah ouais, ça va être tout. Puis là, finalement, j'embarque là-dedans. Mais là, plus ça avançait, puis plus on approchait, moi, dans ma tête, là, c'était là comme oh my god, ils vont découvrir que je suis un imposteur, que je ne serai pas capable de faire ça. Je vais tout faire planter la patente. Ça va être de ma faute si c'est un échec. Fait que là, c'est comme ouf, là, ça me sortait solide de ma zone de confort. Ça a vraiment comme réactivé mon anxiété. Et là, finalement, préparation avec le rep de Bose, on a des rencontres ensemble, tout. Le grand jour arrive. Fait que là, on avait une scène justement du film Cars, les bagnoles. Fait que là, pour avoir un son surround de pour avoir un son surround. C'était vraiment une pièce de théâtre. T'sais. On disait ça, ensuite de ça, on disait ça. C'était vraiment une pièce de théâtre à apprendre. Fait que là, le rep Bose, il le fait la première fois. Fait que là, j'observe comment il fait, comment les gens réagissent. Tout. Okay. Puis la deuxième fois, il dit OK, Simon, là, ça sera à ton tour. Déjà. Je me rappelle encore, c'est comme j'embarque sur le stage, je vois le monde remplir, qui remplissent la salle. Moi, je suis là sur le stage, puis j'attends. Le monde me regarde, il attend. Puis là, il fait comme OK, c'est beau, je ferme les portes. Je ferme les portes, je ferme la lumière. Là, je prends une grande respiration. Puis là, c'est comme si je m'étais vu à la troisième personne, mais je juste donner ce show-là que j'avais vu, que j'avais pratiqué, que je connaissais la scène, que je connaissais parfaitement le système sur maison. Ça a juste tout allé. J'étais là sur scène, j'étais comme à l'aise. Ça a fini à la fin comme standing ovation, quasiment. Le monde s'en va dans l'autre pièce, là, puis on sait pas. Qu'est-ce qui arrive là? Repose, il me regarde, puis il me dit refais-le donc encore. La deuxième. Je me demande. OK. Alors, là, tu l'as essayé. Là, je l'ai essayé, je fais comme été agréablement surpris de ce que j'avais été capable de faire. Puis finalement, je le fais une deuxième fois. Puis là, ça va encore mieux parce que là, j'ai une deuxième pratique. Puis finalement, après, il me dit finalement, ça peut être toi le main, puis je vais te remplacer quand tu vas être fatigué. Puis finalement, après les
2-3 jours de Salon Expo Habitat. Il y a plein de systèmes qui sont vendus. Puis en tout cas, dans les jours, les semaines qui sont suivies, un jour, mon oncle il me dit hey, quelques semaines après, les Bose Canada m'a appelé et il m'a dit hey, José, je sais pas ce qui s'est passé durant ce week-end-là. Là. On n'a jamais vu un indépendant vendre autant de systèmes de son bord. J'étais comme, oh wow, ok, fait que ça a eu de l'impact. Ah, c'est ça. Ça a eu de l'impact. Fait que ce jour-là, à ce moment-là, quand j'ai affronté cette peur-là, puis j'ai parlé en public, j'ai vu que ça avait de l'impact, je me suis dit comme, wow, ok, fait je suis capable de faire ça. Puis ça peut avoir cet impact-là positif sur les gens. Comment est-ce qu'un jour, je pourrais faire ça davantage, puis utiliser ce don-là que je me suis découvert là, sur ce stage-là. C'est là un peu qui est née la graine de peut-être qu'un jour, il pourrait avoir plus de parler en public, puis plus de conférences. Mais tu le voyais pas encore. Je le voyais pas encore, mais ça a juste fait semer une graine qui allait germer pendant les 10 ans qu'elle allait suivre. Cette peur-là, tu l'as-tu encore? Quand arrive le temps. Tu sais, je l'ai eu pendant très longtemps, tu sais, pratiquement 10 ans plus tard, tu sais, là, quand ensuite de ça, bon, j'ai travaillé chez Bell, je me suis mis à gérer des équipes, je me suis mis à faire des speeches, 1, 2, 3, 4, fait que là, ok, j'ai bâti mon expérience à faire des speeches devant une équipe, puis ensuite de ça, j'ai voulu, tu sais, ok, quand là, je commençais à penser, ok, si je me partais à mon compte un jour, je rêvais un jour de faire un TED Talk. J'ai été sélectionné pour faire un TED Talk à Québec. Veston bleu, hein, me semble. Ouais, ben ma petite veste. Ouais, c'est ça. Bleu, ouais, exact. Et c'était comment cultiver un climat de travail positif. C'était ça mon sujet. Et là, c'est la première fois que je faisais une conférence, mais là, une audience que je connais pas, puis monsieur, madame, tout le monde. Et là, c'était vraiment différent. Fait que là, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Là, ça a été une des expériences les plus stressantes ever. Est-ce que tu es en contrôle parfait de ton contenu? Jusqu'à quelques jours avant, non. Parce que, tu sais, faire un TED Talk, c'est vraiment comme un des bootcamps les plus avancés pour faire des speeches. Tu sais, c'est chronométré. Tu dis c'est quoi ton sujet. Ils disent, OK, toi, tu vas faire un speech de 3 minutes. Toi, tu vas faire un speech de 7 minutes. Moi, tu vas faire un speech de 12 minutes. Si tu dépasses 12 minutes, tu te fais kicker out du stage. Hey, tu imaginais comme tu te parlais? Tu avais même des contraintes qui... Oh yes! Fait que là, il faut que tu pratiques ton script, ton speech. Puis là, pendant les 6 mois de préparation, tu as différentes pratiques, puis tu te fais coacher, puis te donner du feedback. OK. OK, t'es pas laissé tout seul. T'es pas laissé tout seul. T'as un 12 minutes à donner, t'arrives le samedi matin, tu passes à 2 heures, puis... Non, ça, exact. C'est vraiment un bootcamp. Mais moi, l'affaire, pendant 6 mois, toutes les dizaines d'itérations de mon speech que j'ai faites, je suis jamais capable de l'amener en bas de 20 minutes. T'as 8 minutes à retrancher. Ouais. Puis là, même jusqu'à une semaine avant, je suis pas encore capable. Ben non. Et là, je te dis, là, ça m'a tellement stressé juste de m'imaginer sur le stage et me faire kicker out parce que j'ai plus de temps. Cette peur-là m'a tellement obsédé pendant longtemps. À un moment donné, mon dos a barré. J'avais tellement de stress dans le dos, mon dos a barré, je n'étais même plus capable de marcher. Pendant des jours et même quelques semaines. Fait que là, j'ai retravaillé mon speech, j'ai pratiqué avec famille, avec amis. J'étais membre d'un groupe Toastmasters pour aider à pratiquer, à parler en public. J'étais allé pratiquer dans Toastmasters et tout. Et là, c'est une semaine avant l'événement que je réussis enfin à couper une place et tout, puis à changer la structure, que là, je suis capable de le faire en 12 minutes. Et je travaillais encore à peaufiner puis à pratiquer même comme 24 heures avant que je le livre. Fait que, j'étais encore très stressé. Mais je me rappelle pas avec qui j'avais parlé. Je me rappelle pas si c'était un de mes coachs ou. Mais une des choses qui m'a vraiment aidé ce jour-là, puis c'est probablement un des trucs que je partage le plus souvent aux gens qui me disent qu'ils sont vraiment stressés de parler en public, c'est la phrase que je me suis répétée tout le temps que j'étais en coulisses, puis pendant que je marchais pour me rendre jusqu'au cercle rouge au milieu de la scène. C'est les gens, ils viennent pas entendre parler Simon Gagnon-Adam.
Les gens ne savent pas c'est qui Simon Gagné-Rodin, ils s'en foutent un peu c'est qui Simon Gagné-Rodin. Fait que les gens ne viennent pas voir la personne. Les gens viennent entendre le message. Dans le fond, moi, le focus, le projecteur, il n'est pas sur moi. Sur le message. Il est sur le message. Moi, je suis juste le porte-parole d'un message. Je viens livrer ce message-là aux gens. Fait qu'étant donné que là, le focus, on parlait tantôt, le focus sur une personne, le focus sur un produit, le focus sur un message, étant donné que je fais juste m'assurer, mettre le focus sur le message, puis de faire du mieux que je peux pour être le meilleur porte-parole de mon message, c'est ça m'a permis de diminuer la pression, de mettre le focus à la bonne place. Fait que ça m'a aidé. Puis, tu sais, dans mon cheminement, ensuite de ça, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, chacune des fois que tu vas faire une première fois, tu sais, la première fois que tu livres une certaine conférence, la première fois que tu vas donner une certaine formation, tu sais, je peux avoir bâti mon estime au fil des années. Je peux avoir bâti ma confiance que, OK, tu sais, j'ai une meilleure confiance dans ma compétence à parler en public. Mais chacune des fois que tu vas faire une première fois quelque chose, que c'est une nouvelle compétence, ben, c'est bon d'avoir une bonne estime, d'être une meilleure conscience de sa propre valeur, parce que c'est comme nos fondations sur lesquelles on va bâtir nos compétences, donc sur lesquelles on va bâtir notre confiance. Donc l'estime aide, fondation plus solide, et là, mais à chacune des fois que tu fais quelque chose pour une première fois, c'est une nouvelle compétence que tu développes, il va toujours avoir une certaine stress, une certaine nervosité, mais c'est plus facile de la gérer, de la canaliser, puis que tu ne tombes pas dans être complètement overwhelmed, puis plus capable de marcher, puis ton dos barré. Là, c'est plus comme, OK, c'est juste, OK, je suis conscient, je prends mon pouls, je suis juste conscient que présentement, je suis un peu nerveux, un peu stressé, un peu fébrile de faire cette chose-là pour la première fois. Mais mon estime de moi, ma confiance, je me dis que mais j'ai confiance que I'll figure it out. J'ai confiance que ça va être suffisamment bon. It's gonna be good enough. L'autre chose qui m'a aidé aussi avant, j'avais vraiment un peu plus comme ce désir-là un peu de perfection. Fait que là, quand tu te mets la pression, il faut que ça soit parfait, là, ça rajoute du stress. Ça, c'est lourd, hein? C'est très lourd. Mais beaucoup d'entre nous, on est un peu dans ce schéma-là de perfection, d'exigence élevée. Mais ça, c'est l'autre chose qui m'a aidé. Je suis le porte-parole d'un message. Puis mon message, là, au lieu de, tu sais, au départ, je me disais, il faut que mon message, là, il aide tout le monde dans la salle. Le champ de pression. Il était combien dans la salle? Dans la salle, on était 250 personnes. 250 dans le TikTok. Mais là, à la place, je flippe ça de bord. Si mon message aide au moins une personne, si mon message a un impact pour une personne, ça va avoir valu la peine. Mission accomplie. Donc, de le faire ça, fait que c'est une. Dès que j'en ai une, c'est mieux garé. Fait que ça va être accompli. Fait que j'ai fait mon speech, un peu avec cette philosophie-là. Je suis le porte-parole du message. Si ça aide une personne, mission accomplie. Je suis le porte-parole du message, j'aide une personne. Fait que c'est ça que je me répétais. Fais mon speech, je retourne voir ma famille. À la fin de la journée, tous les conférenciers vont sur scène. En sortant de la scène, je ne suis même pas sorti de la scène. Une des bénévoles dans l'événement, elle vient me voir, elle me dit Simon, merci pour ton message, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là dans ma vie. Ta conférence a fait ma journée. Moi, j'ai fait comme, je ne suis même pas sorti du stage, mission accomplie. Puis finalement, j'ai jamais été capable de me rendre au bar. Parce que chaque fois que j'arrêtais de parler avec une personne, une autre personne venait me dire l'impact que ça avait eu, comment ça l'avait fait réfléchir, une action que ça l'a inspiré à prendre. Donc, c'est tout ça pour dire que tu focuses sur le message, tu t'enlèves la pression de la perfection, ça va être suffisamment bon, it's gonna be good enough, en autant que ça a un impact positif dans la vie d'une personne, et l'univers va faire le reste. On vient de dédramatiser tout ce qu'on voit de gros, on l'amène en petit. Plein de petits au lieu d'un gros. Fait qu'une personne, c'est le message, c'est pas moi, c'est ça. Puis quand tu disais, là, toutes tes itérations, tu en as fait des dizaines avant, mais à un moment donné, tu as trouvé une façon de la reformuler pour que ça devienne cohérent. Puis c'est là que ton déclic s'est fait, puis voilà mon 12 minutes. Ça aussi, honnêtement, c'est niaiseux, mais ce moment-là, quand on met cette mise en clarté-là, puis que ça vient tout changer, la donne, ça devient fluide, puis hey, c'est juste ça que j'avais besoin. Moi, ça m'arrive encore, là, quand je fais mes conférences, des ateliers que je donne pour la première fois, là,
tu bloques des semaines, tu bloques, comment je peux faire ça? Non, il me semble que c'est pas fluide. Puis là, moi, je me dis, OK, attends, si je fais ça là à la place, tu viens de tout trouver la séquence, mais juste ça, ça change toute la donne. Sur le livrable aussi après. Ouais. Toi, tu as réussi à le faire juste une semaine avant, par contre. Ouais. Mais aussi, tu sais, fait que ça rajoute au stress. Mais un autre aussi défi que j'avais, que j'ai eu longtemps, puis on s'empêche pas loin d'être parfait là-dessus. Mais, tu sais, pour faire ces différentes itérations-là, il faut que tu te donnes le temps. Il faut que tu prennes le temps. Puis des fois, ben, une chose qui. On n'a pas le temps. Ou des fois, on va procrastiner. Ben ouais. Les affaires qui nous stressent, on va repousser à plus tard. On va se dire qu'on n'a pas le temps parce qu'on va faire quelque chose de plus facile ou quelque chose de plus le fun. Mais là, on repousse jusqu'à temps qu'on soit acculé au deadline. Puis là, acculé au deadline, là, j'ai pas le choix, mais là où je le fasse, ben, tu le fais dans le gros stress. C'est ça. Fait une chose que je deviens de meilleur en meilleur, c'est de me donner le temps, de me donner davantage de temps pour faire les choses. Parce que souvent, tu sais, je le sais, je le sens, c'est quoi que je veux ou que ça peut faire, mais je ne le sais pas encore exactement. Puis il faut juste que je crée l'espace, je me donne le temps que je puisse être focus là-dessus. Puis quand je me mets focus là-dessus, puis je fais ça, puis je fais mes itérations, puis tout, puis c'est comme à un moment donné, OK, là je l'ai. Mais tant que tu n'as pas marché le chemin, tu ne le vois pas, la finalité, tu ne la vois pas, mais il faut que tu marches le chemin. Puis souvent, ça va être ça un peu un problème, c'est on se met les exigences vraiment élevées, il faut que ça soit parfait, mais là, on se met les exigences tellement élevées que, oh, on commence pas tout de suite parce qu'on a peur d'échouer. Fait qu'à cause de ça, on est comme pogné là-dedans, fait que là, on attend, fait que là, on fait de l'évitement, puis là, ben, l'évitement, c'est une des sources numéro un d'anxiété, ça augmente l'anxiété. Fait que là, on est pogné dans ce cercle vicieux-là. Si à la place, c'est quoi un petit pas que je peux faire aujourd'hui? C'est quoi, il y a une petite étape que je peux faire aujourd'hui? Juste avancer un peu, se donner le temps. Ben, c'est comme ça qu'on peut développer n'importe quelle compétence, créer n'importe quel produit, puis s'entourer des gens qui peuvent nous aider à faire les petits déblocages ici et là à côté de l'autre. Absolument. Là, tu me disais, tantôt, tu as commencé un rôle de gestionnaire. Là, avec ton TED Talk, tu partais, tu voyais l'impact. Le TED Talk est arrivé quand? Le TED Talk, là, c'était à la fin de ma carrière en entreprise. Là, okay. Ça faisait. Moi, je suis parti, ça faisait 10 ans que je travaillais dans une grande compagnie de télécommunications. 1 ou 2 ans avant que je quitte. C'est là que je commençais à penser, OK, j'aimerais ça me partir à mon compte, j'aimerais ça être conférencier. Je me suis rendu compte que c'est ça que j'aimais, partager des outils, aider les gens. Fait que, OK, et si je faisais ça comme métier, bon, TED Talk, c'est là que ça pourrait être un beau tremplin pour commencer cette carrière-là en dehors de l'organisation. Donc ça, c'était plus à la fin que j'avais fait le TED Talk. Bon. Cet impact-là, tu l'as eu un peu tard. Si tu l'avais eu plus de bonheur, ça aurait changé comment ta vision du leadership en entreprise? Parce que là, on s'entend que toi, en leadership, tu partais de rien. Oui, comme quand j'ai eu ma première équipe à gérer, moi j'avais étudié en génie mécanique, j'avais été chargé de projet dans différentes organisations. J'avais appris à gérer les projets, mais je n'avais jamais appris à gérer les humains. Ouais, c'est ça. Fait que ma première expérience de leader d'équipe, j'étais comme, en plus, c'était à distance. J'habitais Montréal. Mon équipe était à Québec. Fait à distance. Et là, j'héritais d'une équipe que les performances n'étaient pas du tout au rendez-vous. Parce que l'ancien gestionnaire avait juste quitté. Fait que l'équipe avait été laissée au dépourvu à eux-mêmes, plein de mauvais comportements, mauvaises performances. Fait que bref, cette équipe-là allait vraiment pas bien. Un des pires résultats. J'hérite de cette équipe-là. Aucune expérience en gestion d'équipe, mais on avait entendu parler de moi, des gens avaient dit des belles choses de moi. Fait que les gens avaient confiance que je serais capable de gérer cette équipe-là. Mais là, on t'a pas tordu le bras là, de devenir gestionnaire. Est-ce que tu savais dans quoi tu t'engageais quand tu as accepté de devenir gestionnaire? À vrai dire, le département dans lequel j'étais fermait. Ah, okay. Donc moi, j'allais perdre ma job. Okay. Et là, 1 semaine ou 2 avant que je perde ma job, il y a un gestionnaire d'un autre département qui dit Hey, salut Simon, tu sais pas je suis qui, mais moi je suis directeur dans cet autre département-là. Parce qu'il paraît, tu perds ta job bientôt. Fait qu'au lieu de perdre ta job, j'aurai un poste qui vient de se libérer dans mon équipe. Wow. Fait que je pense que tu serais une bonne personne pour être directeur des ventes. Je fais comme moi, mais j'ai aucune expérience en gestion d'équipe. Comment je vais faire ça? Il dit Ah, j'ai confiance en toi. De ce que les gens m'ont dit, j'ai confiance en toi. Je fais comme OK. Moi, encore une fois, mon petit ça. Ouais, mais... Oh my God, comment je vais faire ça? J'ai aucune expérience en gestion d'équipe.
Fait que là, ça a été une méga sortie de zone de confort, mais quelqu'un m'a fait confiance. Et là, j'ai pris le rôle, mais tu sais, c'est comme, après un mois, tu sais, des mauvais comportements dans l'équipe, tu sais, une personne qui était diva, qui était bully, qui bouillait les membres de l'équipe, qui me challengeait devant tout le monde. Après un mois, j'avais une semaine de vacances. Pendant ma semaine de vacances, après mon premier mois, la semaine au complet, j'ai juste bitché contre ce gars-là. Tu sais, à ma famille, à mes amis. Pour vanter, j'avais tellement de colère. Tu sais, puis je suis comme, oh my god, puis comment je vais faire, comment je vais faire. Fait que je savais vraiment pas comment faire. Mais dans le fond, tout mon parcours d'introspection, que je faisais depuis plus de 10 ans, m'a appris à me poser des questions, à comprendre et tout mon background d'ingénieur, décortiquer n'importe quel système en différentes parties, de comprendre son rôle, les problématiques, de l'optimiser pour améliorer les choses. Fait que là, ça m'a amené à, OK, comment je peux être expert de ça, ce rôle-là, d'être leader d'une équipe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est avec un peu cette mentalité-là que là, ben, j'ai comme essayé de comprendre et décortiquer ben, c'est quoi que ça prend pour être un bon leader d'équipe. Une des choses que j'ai fait pour m'aider, je me suis rendu compte qu'à aller voir les membres de mon équipe à Québec une fois par semaine, une journée par semaine, je n'apprendrais jamais assez vite qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Ce que j'ai fait, je me suis dit, hey, tout mon parcours d'introspection, que le psychologue me pose des questions, ça m'a tellement aidé à apprendre à me connaître et à me comprendre. Je me suis dit, j'aimerais ça offrir ça aux membres de mon équipe. Les aider dans leur développement personnel, qui apprennent à se connaître. Ça, puis, dans le fond, moi, je ne sais pas comment être un bon leader. Puis, je sais pas c'est quoi réellement les problèmes de cette équipe-là, qu'est-ce qui fait que ça performe ou ça ne performe pas. Mais il y a 20 personnes dans cette équipe-là qui sont les yeux, les bras, les jambes de cette équipe-là. C'est tout. Fait, dans le fond, il faudrait que j'aille leur input. Fait que ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, je me suis dit, hey, je vais créer un formulaire avec une dizaine de questions. Donc, ils se posent des questions sur eux. C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? C'est quoi les compétences que tu devrais développer? C'est quoi tes objectifs? Fait que pour qu'eux, ils apprennent à se connaître, puis deux, que moi, je puisse apprendre à les connaître, mais aussi des questions pour qu'eux, ils m'aident à comprendre qu'est-ce qu'on devrait changer dans l'équipe. Qu'est-ce qui marche pas? Ouais, fait que des questions comme, qu'est-ce que tu vois comme opportunité d'amélioration dans l'équipe? C'est quoi tes attentes envers moi? Donc, ces questions-là m'ont permis d'apprendre sur chacun des membres de mon équipe tellement rapidement, en 2-3 semaines. Fait que j'ai eu des rencontres individuelles avec chacun des 20 membres de mon équipe. Je les faisais remplir ce formulaire-là. Fait que eux faisaient l'introspection en premier. C'était pas live comme un interrogatoire ou une entrevue. Je leur envoyais le formulaire. Ils font l'introspection. Puis après ça, on en jase. On en jase comme là. Fait que le but, c'était vraiment d'apprendre à les connaître puis qui m'aident, qui aident l'équipe. Ouais. Donc, j'ai fait ça avec chacun des membres de l'équipe. Et l'information que j'ai eue, c'était mine d'or. C'est comme, il y avait tel problème. Là, tu vois, il y a du monde qui amenait des idées comme super simples. Je suis comme, hey, on peut faire ça super easy. Fait que là, j'arrivais au team meeting d'après, je disais, hey, Philippe, il a eu cette idée-là. Je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Fait qu'à partir de maintenant, on fait ça. Fait que, hey, merci Philippe pour l'idée. Là, je donnais la reconnaissance aux idées qui étaient là. Fait que je valorisais les gens de donner leur input. Moi, ça me simplifiait ma job. Puis là, je parle à d'autres personnes. Puis là, disons, 6 personnes parlent du même problème. OK, ça, c'est un vrai problème. On va l'adresser. Fait que là, un autre meeting, mais là, vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de ce problème-là. Donc, à partir de cette semaine, on va faire ça comme changement. Fait que merci de votre implication. C'est grâce à vous autres qu'on est en train d'améliorer les choses dans l'équipe. Fait que là, donner la valorisation, là, on faisait les changements, les résultats commençaient à améliorer. Fait que là, c'est comme tranquillement, pas vite, on allait chercher des petites victoires, bâtissait le momentum, impliquait les gens. Là, les gens, ils voyaient, OK, Simon, il est là, il nous écoute, il nous valorise, il cares about us. Donc, c'est comme ça que tranquillement, pas vite, avec l'implication de tout le monde, à apprendre c'est quoi qui faisait qu'il y avait un impact, c'est quoi que les gens y avaient besoin. Parce qu'une des questions les plus puissantes, je sais comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que le monde soit content? C'est pour ça que j'avais mis la question, c'est quoi tes attentes envers moi? Puis cette question-là, elle faisait peur. Parce que tu as peur que le monde dise, justement, tu ne fais pas une bonne job, et tu as peur de ça. Mais là, c'était nouveau encore dans le rôle. Mais tu as pareil peur de ça. Ça, c'est ça. Tu as pareil peur. Parce que tu te sens comme un imposteur. Tu es nouveau, justement. Tu n'as pas d'expérience. Fait que tu as peur que le monde il te dise, justement, tu n'as pas d'expérience, oublie ça. Exact.
Mais finalement, cette question-là, ça a été un des plus beaux cadeaux ever. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est moi, mes grosses attentes que j'avais, qu'il fallait tout que je fasse, les membres de mon équipe, il y avait des attentes plus faibles Ben ouais. que moi, je me mettais à ses épaules. Ah, m'a permis de m'enlever un peu de pression. La deuxième des choses, ben, Philippe, ses attentes envers moi sont différentes de Julie, ses attentes envers moi, de Jonathan. Fait que là, quand tu comprends que, OK, lui a besoin de ça, elle a besoin de ça. Tu vas t'adapter. Parce que si tu essaies de faire la même chose pour tout le monde, genre, one size fits all, ça ne marchera pas. Il va y en avoir des gens qui sont pas satisfaits. Mais là, quand les gens te disent spécifiquement ce qu'ils attendent de toi, non, toi, tu veux que je te texte tous les matins avec une petite phrase de motivation. Of course, je vais faire ça. Toi, tu veux pas que je t'achale, mais par exemple, quand tu as une question puis tu m'appelles, tu veux que je réponde vite. Boum, c'est ça que je vais faire pour toi. Ouais. Fait que ça me simplifiait tellement la job à savoir quoi faire pour que ça ait un Ouais. impact. Donc, c'est comme ça qu'avec toute cette information-là, rapidement, en 3 mois, on a passé d'atteindre 67% des objectifs à atteindre 99% des objectifs. Puis là, trimestre après trimestre, notre équipe a gravi les échelons et est devenue une des équipes les plus performantes dans notre département. Puis ensuite de ça, ben, ça m'a amené à OK, d'aller gérer une autre équipe à Montréal, une autre équipe à Ottawa. Comme ça. De là, on revient. Tu as pris une posture de. Tu as travaillé pour eux, eux autres ont travaillé pour toi. Exact. Tu as fait un formulaire, ils ont rempli. Puis, tu n'as jamais pris le mérite sur rien. L'équipe a grandi. Tu as donné le crédit, l'équipe a grandi grâce à ça. La lumière t'est revenue parce qu'on t'a reconnu. Tu as eu des équipes ailleurs. Fait que tu as brillé au fil du compte quand on dit que redonner va te mettre beaucoup plus en lumière que d'essayer de prendre le spotlight direct sur toi. Fait que toi, jamais tu t'es dit faudrait que j'aille à l'école. Faudrait que j'aille me chercher un diplôme en gestion. Toi, tu t'es dit je vais utiliser les outils que j'ai eu dans ma vie qui m'ont aidé. L'introspection. Tous ces petits trucs-là. Puis tu t'es dit, va l'essayer. Oui, oui, mais. Dans le sens que moi, je me suis toujours dit, moi, là, j'aimerais aller à l'école toute ma vie. Mais à un moment donné, il faut que tu travailles, il faut que tu gagnes de l'argent. Ah ouais. Fait que, j'avais fait de l'introspection et tout, mais là, la grande chance que j'avais aussi, Belle, c'est une école incroyable, puis il y a plein de formations qui sont disponibles. Fait que moi, je suis allé chercher toutes ces formations-là à l'interne. Parce que moi, j'aime ça apprendre, puis c'est comme, j'en veux les outils. Et on avait un programme d'aide aux employés exceptionnel. Fait que moi, là, assurément, là, qu'en 10 ans, là, je devais être dans le top 10 des employés qui ont le plus utilisé le programme d'aide aux employés. Une ligne directe. Exact. Parce que je me suis dit, hey, j'ai accès à cette ressource-là, à cette aide-là. Je vis un problème dans mon équipe. Appelle le programme d'aide aux employés, hey, j'aurais besoin de coaching, psy, whatever, pour travailler cette problématique-là. Fait que là, OK, je ciblais ça, j'allais chercher l'outil, je le mettais en application tout de suite, boum, ça aidait, excellent. Prochain problème, c'est ça. Rappelle le programme d'aide, OK, je veux travailler sur ce point-là. Fait en continu, pendant 10 ans, chacun des petits problèmes que je vivais, je suis jamais resté comme dans le statu quo puis juste à me refondre. C'est comme comment je peux régler ça le plus rapidement puis le plus efficacement possible en allant chercher formation, coaching, psy. Puis au fil des années, mais après ça, ben, je ne suis pas allé à l'école traditionnelle, mais je suis allé à l'école que moi je me suis créée. Je suis allé suivre des formations en programmation neurolinguistique. Je suis allé suivre des formations avec Tony Robbins à New York, en Floride, Date with Destiny. Je suis allé me prendre un mentor à l'interne, une leader qui m'inspirait chez Bell, qui avait été une de mes patronnes pendant quelques mois. Je suis allé lui demander, hey, tu voudrais-tu être ma mentor? Puis elle m'a offert du mentorat pendant des années. On se voyait aux 6 semaines. Donc, je suis allé m'entourer pour que j'avais accès à coaching, formation, support en continu pendant 10 ans. Sauf que ce qui est important, par contre, les outils que tu as été chercher, ils te parlaient. Oui. C'est pour ça que je dis, tu n'as pas été chercher de gros diplômes reconnus. Tu as été chercher des outils qui te parlaient, puis qui savaient qu'elle allait t'outiller à toi grandir, mais surtout faire grandir l'équipe. Exact. Fait que tu sais, c'est pas. Tu as été faire du cherry picking. Exactement. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est pas ça qu'on fait dans un cursus normal. C'est exactement ça. Mais tu as parfait, pareil, tout ton développement. Tu n'as pas de gros diplômes de gestion, mais tu as été chercher tout ce qui venait complémenter tes besoins. Puis aujourd'hui, c'est toutes tes forces.
C'est exactement ça. Fait au lieu d'avoir juste pris un cursus traditionnel, un gros package, qui des fois peut être plus théorique que pratique, Ouais. ben moi j'ai plus, au fil des années, j'ai bâti mon propre coffre à outils. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est un clou. Ok, c'est quoi qu'on a besoin pour un clou? Ah, je vais chercher un marteau. Ok, un marteau c'est pas un clou. Parfait. Oh, regarde, ça c'est quoi? Ça a l'air de tourner. Ah, c'est une vis. Ah, c'est quoi une vis? Un tournevis. Fait qu'au fil de 10 ans puis l'expérience de toutes les équipes que j'ai gérées, ben, j'ai bâti un coffre à outils. Puis là, ben, à travers plein de formations, OK, il existe plein de types de marteaux, il existe plein de types de tournevis, il existe plein de types d'affaires. Puis là, au fil des années, ensuite de ça, c'est à travers tous ces outils-là, c'est comme si aussi j'avais différents morceaux de casse-tête. Ouais. Puis là, ben, un peu mon ça approche d'ingénieur, c'est lesquels les meilleurs morceaux de casse-tête, mais surtout c'est lesquels qui fitent le plus ensemble. Parce que le problème, c'est de la connaissance, il y en a plein. Des modèles, il y en a plein. Des formations, il y en a plein. Des outils, il y en a plein. Mais c'est qu'ils fit ensemble. Ouais. Pour qu'ils s'utilisent bien ensemble, c'est souvent là le plus gros problème. Fait que moi, un peu, ma force, un peu de ma logique, ça a été de prendre avec cet outil-là, avec cet outil-là, avec cet outil-là, de créer un modèle cohérent de tous les différents outils pour créer le coffre à outils le plus efficace pour un leader d'équipe. Qui épique un peu le leadership. Et qui justement, qui finalement, ça s'est développé en ma philosophie du leadership, Epic Ouais. Leadership. Mais je l'ai bâti en premier pour moi. Puis ensuite de ça, ben, quand je suis devenu directeur régional, ben là, j'ai aidé les leaders dans mon équipe en partageant ces outils-là. Puis je voyais, OK, cet outil-là, il marche vraiment. Oh, celui-là, des fois il marche, des fois il marche pas. Il y en a-tu un autre qui serait mieux? Ouais, OK, lui, il est mieux. Fait que là, j'ai testé ça avec les leaders dans mon équipe. Puis là, ben, mes équipes, elles avaient parmi les meilleurs résultats. Performance. Il avait parmi la meilleure rétention de personnel. Ouais. Fait que là, on gagnait des voyages année après année. Le club du président, le club d'excellence pour les meilleures performances. Sur 4 années que j'ai été directeur régional, mes équipes, donc personnellement, j'ai remporté 3 années sur 4 C'est solide. pour les meilleures performances. Pour un gars qui partait de rien. Qui partait de rien. La seule année que j'ai pas gagné, c'est l'année que mon père est décédé. Qui a été une des plus difficiles. Non, ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire que ces outils-là, puis tu sais, dans le fond, quand je gagnais, quand les performances. Mais tu sais, c'est pas moi qui faisais les chiffres, c'est mes équipes. Ah ouais? Et justement, mes équipes, je m'assurais de leur donner les outils. Donc moi, c'était ça ma priorité. Comment je peux faire pour valoriser, bien outiller chacun de mes leaders? La pression, c'est pas ça qui est important. Si je donnais les bons outils, les performances allaient déclencher après. Ah ouais. Si je donnais le bon support, les performances allaient déclencher après. Fait que c'était vraiment ça ma philosophie. Fait que c'est comme ça qu'on a eu des bons résultats. Puis là, à un certain moment donné, en plus, année après année, gagne les clubs de président. Fait que là, les managers de l'Ontario, ils disent là, Simon, c'est comme qu'est-ce que tu fais? Là? Ouais. Comme tes équipes, C'en est quasiment fatigant. ils gagnent année après année. Fait que là, tu pourrais-tu venir en Ontario, puis nous montrer ce que tu fais, ce que les membres de ton équipe font. Je suis allé en Ontario avec des membres de mon équipe, partager comment j'animais des meetings, comment donner de la reconnaissance, c'était un petit peu quoi mes outils. Puis là, ben, ensuite de ça, ben, l'équipe de gestion de l'Ontario a commencé à utiliser ces outils-là, ça a eu un impact positif. Puis là, une des choses, entre autres, que je faisais, de plus en plus, ben, je faisais des vidéos de motivation. Pour tes équipes. Pour mes équipes. Pour les motiver à atteindre les résultats. Puis là, à un moment donné, je me suis mis aussi impliqué les membres de l'Ontario et tout, les propager un petit peu plus. Puis ça a commencé à jaser. Puis un jour, je parle avec le directeur général du Canada. Il me dit Simon, sais-tu ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis non. Il dit j'essaie de recruter un haut dirigeant, dans le fond, de notre compétiteur. Puis pour le convaincre de venir avec nous, j'y ai montré une de tes vidéos. Puis j'ai dit, check comme on est cool dans notre compagnie, dans notre département. Je fais comme, oh ouais, c'est tellement cool ça! Mais tu sais, j'avais vu, encore une fois, un peu. Fait que là, ça parlait de ma passion. Tu sais, moi, mon hobby, j'aimais ça faire de la photo. Vu que j'ai travaillé en magasin Ultranet, je suis devenu expert du département des photos. Fait que là, j'ai acheté les meilleurs appareils photo, j'aimais faire des photos, j'aimais faire des vidéos. Je me suis dit, hey, comment je pourrais intégrer ma passion dans mon travail? Je me suis mis à faire des petites vidéos de motivation, envoyer ça aux gens. Fait que de combiner ma passion avec ce que je faisais, même si personne d'autre faisait ça, ben ça a fini par
être une façon que j'aille encore plus d'impact positif dans mon équipe, au Québec et même en grandeur du département. Fait que ça a fini par faire, ben, justement, briller les membres de mon équipe. Mais encore une fois, pour revenir un peu au sujet, plus je faisais briller, plus je valorisais les autres, ben, je veux pas, ça me faisait briller moi aussi, puis ça m'amenait de la reconnaissance de l'autre côté. Puis, tu sais, ce qui est le fun là-dedans, c'est rien de plus unique que ça. Tu as été chercher des outils, tu as formé un nouveau coffre à outils qui est hors des standards, que tu as implanté dans des équipes, ça a fonctionné, ça a même été plus loin que tes propres équipes. Exact. Ça, c'est solide. Ouais. Ça, c'est fou, là. Ça, c'est une belle histoire. Ben, puis c'est le fun, comme tu sais, au départ, tu fais juste un pas. Tu veux juste Ah aider ouais. une personne, puis là, tu vas aider deux personnes. Puis avec le temps, là, tu te rends compte, oh my god, ça s'est rendu là, puis oh wow, ça a cet Parce impact-là. que quand tu regardes en arrière, le chemin, là, Exact. hey! Fait que tu sais, c'est ça qui est impressionnant, puis c'est ça qui est beau, mais c'est pour ça que c'est juste une action à la fois. Tu focuses sur un message, tu focuses sur l'autre, tu focuses à donner. Puis c'est ces petites actions-là, cumulées sur le fil du temps, qui finissent par avoir un grand impact. Puis souvent, tu sais, c'est facile d'être un bon leader sur papier. C'est facile de faire des belles citations inspirantes de leadership. C'est super facile, ça. Mais, tu sais, le vrai challenge, là, c'est quand ça va pas bien. Tout le temps. Quand ça va pas bien, quand tes résultats sont pas là, quand il va y avoir des défis, quand ça va pas bien, comment tu vas réagir? Comment tu vas agir? Comment tu vas traiter tes gens quand ça va pas bien? Quand tu es stressé? Et de là, l'importance de faire l'introspection pour être conscient de nos comportements sous pression, sous stress. Ouais. Parce que si on n'en est pas conscient, c'est là qu'on peut le déverser ses autres. Puis on n'est jamais parfait. T'sais. Mais au moins quand on en est conscient, ben, on peut se checker pour s'assurer de ce qu'on va dire. Puis si on a fait une erreur, si on a dit quelque chose ou whatever, on peut avoir l'humilité d'aller corriger, d'aller réparer l'erreur après. Mais de là, l'importance de l'introspection, surtout dans un rôle de leader, parce que dans un rôle de leader, tout ce qu'on fait, puis tout ce qu'on fait pas, influence la culture de l'équipe. Oui. Tu ne prends pas action sur un mauvais comportement, c'est une réponse. Exactement. Ne pas prendre action est une réponse en soi. Exactement. Puis c'est la pire. Parce que ça m'a envoyé le message que ben, ces comportements-là sont tolérés. C'est ça. Ouais. J'adore. Fait que là, tu es rendu, toi, dans le fond, tu avais déjà, là, tu as l'idée qui germe, ok, ben là, je suis capable de le faire là, je vais le faire à mon compte, COVID s'en vient. Là, on va rentrer dans la partie, justement, aujourd'hui. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, tu as créé ta propre couleur. Tu sais, moi, autant que j'ai l'approche leadership où j'ai été chercher, mettons, amélioration continue, développement personnel, tout ça, tu sais, j'ai créé mes copes à outils en cherry picking de mon côté. Ouais. Tu as fait le tien avec Epic Leadership. Tu as écrit ton livre. Tu donnes des formations. Ouais. Tu as commencé avec des formations en ligne. Ouais. Tu es rendu en entreprise, ouais. conférence. Tu es pas mal partout. comment ça se place, ça, justement? Parce que là, ouais. tu as dit une petite action, un à la fois, qui fait à un moment donné que cumuler, ça fait quelque chose de gros. Ouais. Là, tu as commencé il y a 5 ans. Ouais. Et 5 ans, c'était petite action, qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui. Comment tu le vis aujourd'hui, ça, justement? Ouais. Mais tu sais, justement, tout a commencé avec une action, tout a commencé avec un programme. Parce que quand j'étais à la fin de ma carrière, je me suis rendu compte, OK, qu'est-ce qui me passionne, moi? C'est pas vendre plus d'Internet. Ce qui me passionne, ce qui me drive tous les jours, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin, c'est le développement du leadership, c'est le développement personnel. Je l'ai vu, les leaders qui sont dans mon équipe, que je donne ce support-là, ils ont des bons résultats. Puis des leaders qui sont dans d'autres équipes qui n'ont pas autant de support, qui n'ont pas les mêmes outils, ben, ils n'ont pas de résultats. Ils sont stressés, ils partent en burn-out et ils perdent leur emploi. Fait un jour, je dis à mon patron, je le sais c'est quoi les outils, le coffre à outils que chaque leader a besoin. C'est pas compliqué. Ceux que je leur donne, ils ont les résultats. Puis ceux qui ne l'ont pas, ils ont tous les mêmes genres de défis. Ouais. J'avais dit à mon patron à l'époque, j'ai dit, change mon rôle. Faites-moi que je devienne le coach pour tous les leaders du Québec. Ouais. Moi, je vais m'assurer que vraiment offrir le support conscient, le coffre à outils à tout le monde. Puis si tout le monde a le bon coffre à outils, je suis convaincu que ça va améliorer les performances de tout le monde, puis on va voir le réel potentiel de chacun des leaders. Fait que, mon patron trouvait que OK, ça peut être une idée intéressante, mais juste comment
La structure Ouais, hiérarchique et tout, c'est la job de l'équipe de formation, blablabla. Fait que, malheureusement, c'était pas possible. Mais tu sais, là, j'ai dit, OK, c'est l'équipe de formation, laisse-moi travailler avec l'équipe de formation. Je sais exactement c'est quoi les formations qu'ils devraient faire, le cursus, pour leur donner tout ça. Parce que Je l'ai toi, même, tu l'as utilisé, l'équipe de formation, toi-même. ben, moi, j'ai Au fil utilisé, des années. j'ai utilisé l'équipe de formation, mais c'est plus, je suis allé chercher des formations À dans plein l'extérieur. d'affaires. OK. On avait comme une équipe de formation à l'interne pour notre département. OK. Mais moi, j'ai dit, je sais exactement c'est quoi le programme que devrait créer. J'ai fait la liste. J'ai dit, voici, ça devrait être ça. Je monte à mon boss, je monte au programme de formation. Ah ouais, c'est cool, merci ton aide et tout. L'équipe de formation, c'est comme, vont-tu écouter L'idée vient un d'extérieur. directeur régional des ventes? C'est comme, des nouvelles. Ils ont fait leur affaire. Moi, j'ai quand même inspiré un peu des éléments d'un gros programme de formation qui a été fait. Mais moi, j'étais convaincu. Ça prenait exactement ça, dans cet ordre-là. Tu sais, des formations professionnelles d'ingénieur, c'est ça ma Un force. processus. C'est un Tu l'as processus, décortiqué. il y a un ordre logique, une séquence logique que c'est plus efficace. Tu sais, c'est comme si tu mets tes pantalons avant tes boxers, Ouais. ça ne donnera pas le résultat que tu veux. Tu sais, il y a un ordre pour faire les choses. Fait que je voyais ça. Fait que quand j'ai proposé ça, on m'a dit, ben non, malheureusement, OK. Mais moi, je le voyais, c'est exactement ça, ça prend. Puis, c'est ça que je voulais offrir. J'avais cette vision-là. Donc, c'est pour ça que, finalement, quand COVID est arrivé, puis là, notre département a été mis sur hold. Puis là, j'ai vraiment vu l'opportunité que, OK, là, je pourrais me partir à mon compte. J'avais la vision du produit, de la formation que ça prendrait. Puis là, du jour au lendemain, mais tous les leaders de la planète, ils se demandent, comment tu fais pour leader les équipes à distance? Assurément. Mais moi, ça fait 10 ans que je gère les équipes à distance. Puis mon programme de formation, c'est entre autres pour aider à chercher motivation, engagement, culture d'équipe positive performante d'une équipe à distance ou en présentiel. Le présentiel, c'est juste théoriquement plus facile qu'à distance. Là, j'ai vu ça comme opportunité. Mais moi, ce que je me suis dit, quand je pars, moi, je vais offrir une seule et unique chose. Ce programme-là de développement du leadership que je vois qui durerait 10 semaines, puis c'était une combinaison de plein de choses pour que vraiment ça fonctionne. Formation en ligne, avec la méthodologie la plus efficace pour apprendre pour un être humain, du bite-size learning, que j'avais appris entre autres avec TED Talk, que l'attention humaine pique à 12 minutes. Fait que dans le fond, une vidéo par jour de maximum 15 minutes. Fait que formation en ligne, une petite vidéo de 15 minutes par jour pendant 10 semaines. Mais si tu mets quelqu'un juste devant un ordinateur, il l'écoutera pas, il va écouter les 2 premières semaines, et puis ça il va faire. Fait que combine avec coaching de groupe, 1 heure par semaine pendant 10 semaines. Fait que comme ça, il y a des suivis. Parce que l'affaire, c'est souvent Pour on la fait une mise en formation. action. Exact. Souvent, tu fais une journée de formation, plein de belles théories, bourrage de crâne. Mais le lendemain, il n'y a rien qu'à changer. Ben, un, tu sais pas comment l'appliquer. Puis deux, tu es laissé tout seul. Exact. Puis moi, c'est comme, mon bac en génie mécanique, super bon pour le bourrage de crâne d'apprendre, mais le lendemain, brain dump. Ah ouais. Fait que là, OK, comment on contre ça? Ben, c'est ça, des suivis. Puis pendant suffisamment longtemps pour qu'ils puissent avoir des changements dans les comportements, mais pas trop long pour que le monde fasse juste s'écœurer. Fait que comme j'ai trouvé que 10 semaines, puis d'avoir tweaké, d'essayer, c'était comme le sweet spot. Et le troisième point, hey, j'en ai fait en tabarnouche des formations avec mon équipe, avec des collègues ou d'autres départements, que là, tu arrives à la formation, puis là, le monde, ils se disent, bon, mon boss m'a dit qu'il fallait que je sois en formation aujourd'hui, mais ça ne me tente pas, j'ai pas le temps de faire ça, fait que le monde n'écoute pas, ils font leur courriel en même temps, puis le lendemain, aucun changement. Fait que là, je me suis dit, OK, là, ce qu'il faut, c'est les gens qui vont faire la formation, il faut vraiment qu'ils soient engagés. Parce que quand tu veux, c'est là que ça s'encode. Quand tu n'as pas d'intérêt, exactement, tu ne retiens rien. Donc, c'est pour ça que la troisième partie, c'est là que je donnais un coaching individuel avec chacun des leaders pour vraiment apprendre à connaître. Tu sais, ma feuille que j'ai inventée 12 ans plus tôt pour apprendre à connaître la personne, ben, cette feuille-là, c'est elle que je fais remplir à tous les leaders de mon programme pour apprendre à les connaître en 1 heure, souvent mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes, savoir c'est quoi leur force, leurs défis, leur aspiration, et leur donner du coaching personnalisé, puis leur faire voir, OK, ben, les défis que tu m'as parlé, à la semaine 2, la troisième vidéo, la semaine 5, la quatrième vidéo, puis la semaine 7. Mets le spot là-dessus. Ça, là, c'est les premières choses qu'il faut que tu ailles voir parce que c'est ça qui va t'aider le plus.
Là, on fait comme, OK. Fait que là, il voit le lien. OK, cette formation-là, elle va m'être utile à moi. C'est orienté Avec... pour mes besoins. Exact. Fait que là, c'est cette combinaison de ces trois choses-là qui fait que, ben, avant même que la cohorte commence, je vais chercher l'engagement de chacune des personnes qui voient ça va être quoi le bénéfice pour eux. Puis là, ensuite de ça, quand on commence la cohorte, les gens sont engagés. Là, ça crée un mouvement de masse. Puis là, c'est ça qui fait que, avec des petits outils, des petits changements d'habitude, ben, les gens ils vivent une transformation au bout du 10 semaines. Bon. Puis ça, tu l'attends encore. Oui, je la donne encore. Fait que, moi, tout a commencé avec cette une formation-là de 10 semaines qui s'appelle la méthode Lean. Et au départ, mon modèle d'affaires, c'est justement B2C, Business to Consumer. Fait que je faisais de la publicité sur les médias sociaux. Je donnais une conférence gratuite. Les gens venaient découvrir c'est quoi ma philosophie avec leadership. Je donnais des petits outils. Puis les gens qui voulaient aller plus loin pour mettre en application, avoir le coaching, le support, ben c'est là qu'il faut s'inscrire à la méthode Lean. Okay. Fait que là, après une cohorte, deux cohortes, trois cohortes, ben, il y a des leaders d'une entreprise, une autre, ben, eux retournent dans leur entreprise. Ben ouais. Là, ils font des changements. Fait que là, leur collègue ou leur employé fait comme, oh, t'as changé, c'est quoi t'as fait? Ah, j'ai fait cette formation-là. Ah, ben là, une personne fait comme, ah, ben, moi aussi je la veux. Fait que là, cette personne-là vient à une autre cohorte après. Puis ensuite, oh, ben, t'as deux personnes dans une entreprise qui, waouh, ils ont fait une formation, ça a eu un impact. Cette entreprise-là a dit, hey, on pourrait avoir une cohorte privée, juste pour toute notre équipe de gestion. Fait que là, c'est là que j'ai commencé plus à amorcer un changement business to business. Donc, offrir des cohortes spécifiquement pour une entreprise. Donc, tu sais, toute une équipe de gestion, une cohorte juste pour eux. Ou des fois, ben, c'est une cohorte avec le gestionnaire et les membres de son équipe. Fait que ça peut être dans tous les âges. Ou des fois, c'est une petite entreprise. Fait que du propriétaire de l'entreprise, les directeurs, ça va être tout le monde ensemble. Fait que comme ça, tout le monde va avoir le coffre à outils. Même message, même information. Le même message, les mêmes mots. Fait qu'ensemble, ils peuvent mieux s'entraider et mieux se comprendre, puis mieux diagnostiquer puis régler un problème. Fait que c'est pour ça que ce programme-là, ben là, il s'est mis à faire le virage tranquillement, pas vite, en entreprise. Puis ensuite de ça, ben, il y a des entreprises qui disaient, ah ben moi, ça fit moins sur le 10 semaines. Nous autres, on est plus dans un modèle de une journée de formation. C'est ça qui fait avec nos planifications et tout. Fait que tu vas-tu nous faire une journée de formation? Non, ben oui, moi j'ai 4 modules dans mon programme. Gestion du temps et priorité, gestion du stress et des émotions, communication influente, puis mobilisation, engagement des employés. Ben oui, il peut y avoir une formation d'une journée gestion du stress, une formation, une journée gestion du temps et priorité, une formation d'une journée communication. C'est comme ça que j'ai fait des déclinaisons de une journée de formation. Je me suis mis à avoir un partenariat avec une entreprise spécialisée dans une journée de formation. Fait que là, eux me donnent des mandats pour que j'offre ça à plus grande échelle. Là, des entreprises disent, ah, ben, nous, on aimerait ça avoir une conférence sur gestion de temps et priorité ou une conférence sur l'intelligence émotionnelle. D'accord? Mon contenu d'une journée, ben, je vais le faire la déclinaison de 1 heure, 1 heure et demie. Fait qu'une conférence gestion de temps et priorité. Fait que toutes mes thématiques, c'est pour ça que je suis parti de ce gros programme complet. Puis juste faire les déclinaisons plus court terme, d'une journée, de 1 heure. Fait que c'est comme ça que de fil en aiguille, mais j'ai toujours gardé le même focus. Je voulais être l'expert de mon programme. Ouais. Puis avec les demandes, ben c'est comme ça que j'ai juste tweaké, adapté, développé. Ben ça reste le même message, le même contenu. Exactement le même message. Le contenu, il a pu évoluer. Plus j'avançais, disons, j'apprends des nouvelles choses. Oh, je peux le complémenter, je peux rajouter une petite finalité. Puis tu vois, comme là, présentement, ben là, en automne, ben là, j'ai maintenant des cohortes de OK, ben une compagnie dit, ben là, on a trainé tous nos gestionnaires de nos équipes en français. Puis là, maintenant, on s'est rendu avec nos équipes de l'Ontario et du reste du Canada. Tu pourrais-tu nous le faire en anglais? Fait que là, en automne, ben là, justement, je suis en train de refaire tout mon programme en anglais avec les cohortes que j'ai. Capsule vidéo toutes, tu veux dire? Oui, exactement. Fait que toutes mes capsules vidéo, je les retourne toutes en anglais. Les coachings de groupe en anglais, les coachings individuels en anglais. Fait que là, ça m'ouvre des portes encore plus que n'importe quelle grosse multinationale. Ben, je peux autant accompagner les équipes francophones, mais aussi les équipes anglophones, peu importe où dans le monde. Dis-moi, quand la version anglaise de ton livre? À vrai dire, justement, j'y avais pensé.
étant donné que mon modèle, il y a beaucoup d'acronymes, fait que c'est pour ça qu'au départ, je suis comme, ah ouais, il va falloir ça va prendre Ah beaucoup de ouais, ouais. réflexion, faire la traduction en anglais. Ben ouais. Mais là, je fais tout mon programme en anglais. Fait que je suis en train là, de toutes les faire, les déclinaisons Ouais. en anglais, tout recréer le contenu, tout le modifier. Fait que maintenant que je vais avoir tout mon contenu en anglais, ben, ça va être plus facile après ça de juste prendre tout ça puis juste Ben faire la ouais. version anglaise. Donc, version anglaise, c'est pas forcément un projet prioritaire, mais d'ici 5 ans, il devrait être là. Mon projet que j'aimerais plus avant de faire la version anglaise, c'est faire ma version audiobook. De celui-là. De celui-là, OK. exact. Parce que tu sais, moi, je suis plus du genre à écouter les audiobooks que lire un livre. Puis beaucoup de leaders d'équipe, beaucoup d'entrepreneurs débordés Ouais. ont de la difficulté Ils à vont prendre lire, une vont marche. plus être une marche ou dans l'auto, dans le déplacement. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'en premier, je veux faire la version audiobook. J'ai tout mon studio d'enregistrement chez moi, donc il faut juste que je crée l'espace pour prendre le temps de le faire. Donc, je ferai probablement ça. Et ensuite de ça, pour avoir un deuxième livre en anglais. Ensuite de ça, ben, je pourrais faire l'audiobook en anglais. D'accord. Petite étape. Fait que c'est pas un projet qui manque. C'est pas les projets qui manquent, puis c'est des beaux projets, puis tu sais, je suis tellement reconnaissant parce que, tu sais, à travers tout ce parcours-là, tous ces gros changements-là, tu sais, des gros risques, tu sais, une carrière dans une grande entreprise, tu es dans le programme NextGen pour devenir directeur général d'une grande entreprise, tu as des excellentes conditions, ça fait 10 ans que tu es là, puis ton parcours est tracé pour tout le restant de ta vie, si tu veux, il y a plein d'opportunités. Mais comme d'avoir eu le courage d'affronter mes peurs, d'oser faire ça qui me parlait, pour ne pas dire qui me criait à l'intérieur que je voulais absolument l'essayer, ça a été vraiment challengeant. On parle des choses, mais en 5 ans, là, quand tu commences en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de défis. Je me suis senti. Des premières fois, il y en a eu beaucoup. Là, hein? On pourra en parler longtemps de ça. Exact. Fait que, je me suis senti incompétent souvent, longtemps, pendant les 1, 2, 3 premières années. Une fois que tu as marché le chemin, une fois que tu as semé de plus en plus de graines, une fois que ça a commencé à prendre, là maintenant, justement, je suis reconnaissant d'avoir osé faire ça. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, ça m'a permis de bâtir ma résilience, ça m'a permis de développer ma résistance au stress, ça m'a permis d'apprendre tellement. Fait que ce que je m'étais toujours dit que j'aimerais apprendre toute ma vie, aller à l'école toute ma vie, ben, c'est ça que je fais tous les jours. C'est une école de... Tous les jours, j'apprends. Puis tous les jours, ben, je peux partager, je peux donner. Fait que ça, c'est fondamentalement nourrissant pour moi. C'est ça. Tu te lèves à tous les matins, puis c'est pas dur. Ben, il y a des matins qui vont être plus difficiles que l'autre, mais même des matins qui sont difficiles, que j'ai moins d'énergie ou que je peux vivre des situations plus difficiles dans ma vie personnelle, mais quand j'arrive, puis OK, j'ai un coaching qui est préparé, ça m'aide. Parce qu'avant de rentrer dans le coaching, je fais comme OK, là, j'arrête de penser à mes petits problèmes puis j'ai pas d'énergie. Là, focus sur la personne qui est devant toi. Focus sur le groupe qui est devant toi. Puis tu donnes le meilleur de toi à ce moment-là. Puis c'est ça qui est beau, parce que quand je donne, ben, je reçois. C'est ça. Ça fait que ça me réénergise. Puis j'aime fondamentalement ce que je fais tous les jours. J'ai du fun, je suis entouré. Les leaders qui viennent à moi, les organisations qui viennent à moi, c'est comme. Ben, ça s'entend, ça se sent. Je me déguise en super-héros, disons. Là, puis moi, le premier appel, avec peu importe là, le vice-président qui est intéressé, ben, il voit mon setup de super-héros, puis je mets ce saut-là à tous mes premiers appels. Fait que t'aimes ou t'aimes pas. C'est ça. Mais si t'aimes avoir du fun, tu juges pas, on va avoir du fun, puis ça va être motivant. Puis moi, c'est ça que je veux. Fait les gens, ben, c'est ça qu'ils aiment. Dans le fond, pendant les 10 semaines du programme, mais chaque semaine, il y a une conférence de motivation par un conférencier professionnel. Oui. C'est pas un formateur. Non, c'est ça. Qui lit le contenu à l'écran. Là, exact. C'est vécu, c'est transmis. Exact. C'est une expérience. Exact. Fait que c'est ça. Fait que fondamentalement, j'ai du fun, j'aime ça, j'aide des gens, je vois que ça a un impact positif. Donc, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir marcher ce chemin-là puis partager les outils avec le plus grand nombre de leaders possible. Maintenant, ceux qui veulent recevoir ces outils-là puis marcher ce chemin-là avec toi, comment ils peuvent?
Ils vont sur ton site internet, ils vont te chercher sur les réseaux sociaux. Comment on peut te rejoindre? Ouais, ben tu sais, academydesleaders.com. Donc ça, c'est mon site web. C'est là que ça décrit tous les différents produits-services. Tu peux rentrer en contact avec moi. Médias sociaux, définitivement. Je suis très présent. Facebook, Instagram. Sur Facebook, Instagram, je partage beaucoup de contenu gratuit, des petites vidéos de motivation, des petits trucs et outils. Fait que c'est juste pour partager, donner. Fait que sur les médias sociaux, sur LinkedIn aussi. J'ai un podcast aussi du même nom, avec Leadership. Mon livre est disponible à travers toutes les librairies, sur Amazon. Donc ça, c'est les façons... Renouveler en physique aussi. Pas en physique. Pas en physique? C'est vraiment sur le site web, c'est précommandé. Ouais. OK. Ben, c'est génial, ça. Yes. Ben, écoute, honnêtement, moi, j'ai trippé. Comme je te dis, moi, tu es ma version dans ma progression. Justement pour montrer... Exactement. Fait que là, je sais tout quoi faire. Pour moi, c'est enrichissant. Pour le monde qui écoute, écoute, je suis pas mal sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. L'anxiété, le stress, surtout quand on débute dans un rôle de gestion, comment on peut y faire face. Ça n'a pas besoin d'avoir toute la technique, d'avoir toutes les stratégies. Il suffit d'être honnête, d'aller chercher ce qui nous passionne, puis de le faire vivre au travers de ça. Surtout faire briller notre monde pour que nous, à notre tour, ça nous réfléchisse dessus, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Fait qu'un énorme merci pour ton temps. Ça fait plaisir. Pour tout ce que tu as partagé. J'invite le monde à acheter ton livre, à aller communiquer avec toi. Si vous avez des questions directement sur Simon, très accessible, très facile d'approche en plus. Je veux dire, on n'a pas à être gêné à lui demander. Je pense que tu es ouvert à tout. Fait que n'hésitez pas. Moi, j'aime rencontrer les gens, j'aime aider. C'est pour ça que, entre autres, sur mon site, il y a possibilité de booker un appel de 30 minutes avec moi, m'écrire un petit message sur Messenger. Hey, on pourrait-tu se parler? Moi, j'aime ça rencontrer les gens. Prendre 30 minutes avec quelqu'un, juste pour hey, c'est quoi le projet, c'est quoi le défi? Ouais. Si je peux t'aider, si je peux déjà te donner un petit truc, puis ça t'aide, tant mieux, je vais être content. Puis s'il y a une formation quelconque ou du coaching je vais te le dire. Si je vois que je ne peux pas t'aider, je vais te le dire aussi. Ouais. Parce que moi, fondamentalement, ce que je fais, c'est pour aider. Fait que si je peux aider, ça me fait plaisir. Puis si je vois qu'il y a une autre ressource, ça me fait plaisir de la partager aussi. Déjà en partant aujourd'hui, je pense que ça va aider beaucoup. Ah, l'espérant. On va le faire. Comme on l'a dit avant, hein, ça aide une personne. On peut checker. Un gros merci encore, un énorme merci. Fait que les autres, allez suivre Simon, puis apprenez. C'est toujours inspirant de voir du monde avec cœur comme ça qui partage. Fait que pour moi, c'est une belle découverte aujourd'hui encore plus. Merci beaucoup, Jonathan, et merci à vous, chère audience. Pour le plaisir de vous rencontrer ou vous jaser. Toujours. Merci, bye. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a permis de t'inspirer dans ton rôle de leader. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater aucun épisode. N'hésite surtout pas à partager afin de faire grandir notre communauté de leaders. Si tu as une histoire à partager et que tu aimerais devenir un invité du podcast, n'hésite pas à me contacter via les informations disponibles dans les commentaires. À la prochaine. Bye bye.